Et on se retrouve donc sur le village des associations des rencontres pour l'égalité, Square Charles de Gaulle, derrière le Capitole, à Toulouse. On se retrouve donc sur le deuxième plateau radio autour, cette fois-ci, de la thématique du sexisme et des LGBTQI-phobies. Autour de la table se trouve Pride, engagé dans la lutte pour l'égalité des droits des personnes LGBTQIA+, le refuge qui vient en aide aux personnes LGBTQIA+, victimes de rejet familial ou d'homophobie et transphobie, Contact qui accompagne les familles et les proches, donc des personnes LGBTQIA+, Femmes Vie Liberté Association qui s'engage pour la liberté et les droits des femmes, Parle avec elle qui vise à favoriser l'émancipation des femmes des quartiers populaires, et le CDIFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Je laisse le micro à mes collaborateurs Marion et Clément. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'aimerais revenir dans un premier temps sur la situation globale actuelle. Beaucoup de mouvements s'est fait sentir récemment. On a eu notamment la suppression de l'arrêt Roe vs Wade, je sais pas trop, aux États-Unis. C'est 50 ans de droits constitutionnels établis qui ont été abrogés, laissant le droit à l'IVG à la libre appréciation des États individuellement et non plus à l'État fédéral. Est-ce que vous pensez qu'une remise en question du progrès se généralise dans le monde ? D'accord. Bonjour, je suis Hilda Degani-Schmidt. Je me présente juste vite fait. Je suis là pour représenter la lutte des Iraniens et surtout des Iraniennes. Oui, il y a 40 ans, nous avions, je pense, quelque part, une liberté qui pouvait aller vers une forme d'égalité, de compréhension, de rationalité. Et c'est avec le recul de peut-être la laïcité ou avec le recul de cette liberté, une forme d'intolérance à certaines choses, qu'on va penser pour les autres ce qui est bien et ce qui est mal. Oui, je pense qu'il y a du recul par rapport à ça. Oui, moi je pense sincèrement aussi qu'il y a du recul avec la montée des populismes partout. On s'en rend bien compte, que ce soit en Europe, aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'ils prônent les populistes ? C'est des retours en arrière, ce sont des réactionnaires, il ne faut pas se leurrer. Et c'est très prégnant en ce moment. On s'en rend bien compte, quoi. Donc effectivement, il y a un vrai recul. Et par exemple, ce qui vient de se passer en France, heureusement, l'inscription de la liberté de l'IGV dans la Constitution, c'est une grande avancée. Quand on sait ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé en Pologne, ce qui se passe en Hongrie aussi, en fait, des gouvernements populistes, on sait ce qui peut arriver. Et donc cette inscription était indispensable, en fait, quand on s'en rend bien compte. Il s'agit de façon de voir les réactions sur les réseaux sociaux des populistes, comment ils réagissent à cette inscription de l'IVG dans la Constitution. C'est, voilà. Bref, récemment, on vient de le voir, je crois, il y a... Dans quelle région il y a un monument à Simone Veil qui vient d'être vandalisé. Voilà, ça veut tout dire. Oui, il y a un recul, c'est Jérôme qui représente le collectif Pride Toulouse, collectif de 40 associations. Il y a une montée d'obscurantisme. Et ça fait peur, en fait. C'est ce qui fait peur, parce que c'est l'appauvrissement de la culture. Et donc, du moment qu'on appauvrit le peuple, on peut le guider vers des choses complètement négatives. Et donc, oublier cette ouverture, en fait, de liberté qui est pourtant dans nos trois mots de la République. Et après, on le voit par rapport au dernier rapport de SOS Homophobie qui sort chaque mois de mai, avec l'augmentation des actes homophobes. Alors, je ne sais plus trop les pourcentages, mais notamment envers la population transgenre. Si je peux me permettre, je vais dans votre sens. Je pense que globalement... il y a des reculs effarants, en tout cas, en termes d'actes, mais surtout en termes de prêt-à-penser. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est plus scindé sur des réflexions très binaires, finalement, de ça c'est bien, ça c'est mal.
Et je pense que chacun, même nous, militants, on va dire, à des moments, peut-être on manque aussi de pédagogie, non pas pour les populistes, mais pour le peuple, finalement, pour parler entre nous, pour pouvoir oser débattre, oser échanger, oser affirmer ce qu'on pense, ou en tout cas se laisser le doute de penser et de cheminer. Et je pense que même nous, tu parlais de laïcité, alors oui, je suis d'accord avec toi foncièrement, mais après ça dépend dans quel prisme, encore une fois, on voit la laïcité, et il y a des frictions qui sont très fortes, et des fois sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc en fait, on manque de nuances, je trouve, et de pédagogie dans notre manière de se positionner, et d'écouter l'autre, et de pouvoir justement nuancer, laisser la place, de dire, bon, peut-être on n'est pas d'accord, peut-être tu as raison, mais regarde, écoute ce que moi j'ai à te dire. Et je trouve qu'on est vraiment dans une société de plus en plus scindée, avec deux camps, et ça va pas vers le progrès de toute manière. Moi, j'aimerais rebondir. Excusez-moi, j'aimerais rebondir. Je me présente quand même, je suis bénévole au refuge. Donc depuis 6 ans maintenant, donc le refuge c'est devenu une fondation. On accueille les jeunes LGBT, QI+, qui sont mis à la porte par leurs parents, ou les jeunes LGBTIQ qui sont mis à la porte par leur pays. Il ne faut pas l'oublier. Et effectivement, on reçoit de plus en plus de jeunes trans qui sont éjectés de chez eux pour ce qu'ils sont. Et je sais plus, je conclus là parce qu'en fait j'ai perdu le fil de ma pensée. Bonjour. Donc moi je représente l'association Contact. Donc nous on est une association familiale qui œuvrons donc pour qu'il y ait un dialogue entre les jeunes LGBT, les personnes LGBT et leur famille et leur entourage, pour garder le dialogue, pour éviter les ruptures et pour aider chacun aussi à s'accepter soi-même et accepter l'autre. Et donc, ce que je voulais dire par rapport à la pédagogie, c'est que nous sommes une action de terrain, une association de terrain, donc nous intervenons beaucoup et nous avons beaucoup de demandes d'intervention en milieu scolaire. L'année dernière, nous avons sensibilisé près de 7000 élèves, donc on a 20 ans d'expérience sur le sujet. Et on a toujours beaucoup de demandes de la part des établissements sur tous ces sujets, ce qui montre... Alors effectivement, il y a une grosse augmentation de la demande pour tout ce qui est transidentité, mais pour ce qui est homophobie, ça reste quand même toujours une demande assez forte, et également du personnel éducatif. On forme plusieurs centaines de professionnels qui sont demandeurs, qui ne savent pas toujours répondre aux problématiques des élèves, les aider à parler et les accueillir avec que ce soit donc transidentité ou orientation sexuelle. Donc je ne sais pas, je n'ai pas de grandes idées sur ce qui se passe dans le monde, mais en tout cas sur le terrain, dans notre région, il y a beaucoup de demandes et beaucoup de pédagogie à avoir. Et justement, je veux juste rajouter quand même un côté optimiste, c'est-à-dire que heureusement quand même que notre gouvernement, que ce soit aussi les collectivités territoriales, puissent aussi accompagner et se sont réveillés. Il y a depuis maintenant quelques années, mais sont réveillés, nous accompagnent aussi dans ce combat qu'on a, nous, associations, et ce qui n'est pas le cas d'autres pays. Et c'est là où c'est dangereux aussi. Pour finir et rebondir sur ce que vous dites, ce qui se passe dans d'autres pays nous impacte. En effet, les homosexuels, LGBT, trans sont des personnes dont la vie est en danger dans certains pays. Évidemment en Iran, je pense aussi en Afghanistan, où les femmes sont en danger, où les femmes, par exemple afghanes, depuis 3 jours, n'ont plus accès au téléphone portable parce qu'en plus de plus avoir accès à l'éducation, au travail, à la sortie et à toute chose qui fait une vie, désormais, elles ne peuvent plus avoir leur téléphone portable pour ne pas accéder à Internet. Et c'est vrai que, quelque part, on est dans un monde globalisé, et ce qui les impacte
est important. Et c'est important de porter notre lutte à la hauteur, au-delà de nos frontières, en fait, et de les défendre. Là, je m'adresserai à vous tous et toutes, vous toutes et tous, pardon, vous parlez un petit peu de... On a l'impression que, compte tenu de vos expériences de terrain, on ne sait plus discuter, on ne sait plus argumenter. Donc d'après vous, qu'est-ce qui fait que dans le cheminement, dans les raisonnements actuels, on fait la thèse et l'antithèse en oubliant la synthèse donc... Je ne sais pas si je peux répondre vraiment, mais en tout cas, ce que ça m'évoque comme question et les échanges qu'on a eus là tous autour de la table qui semblent nous mettre d'accord finalement, je pense qu'on est effectivement scindés et qu'on est remplis tous et nous-mêmes de représentations. Et que c'est agir sur ces représentations qui me paraît le plus important en fait. Tout à l'heure, tu nous présentais l'association Parle avec elle comme favorisant l'émancipation des femmes. Alors, j'ai tiqué, donc voilà, donc je retique en direct, mais parce qu'on ne favorise pas leur émancipation, c'est elle-même qui s'émancipe si elle le souhaite. Et au-delà de l'émancipation, c'est de poser des choix. Donc on va favoriser effectivement par l'information, par la réflexion, par l'échange, les possibilités de choisir son propre mode de pensée et son propre mode de vie en fait. Bon, et ça c'est une réflexion très ethnocentrée en France et à Toulouse et bien évidemment qui n'est pas dans d'autres pays. Et du coup, vous en parliez aussi tout à l'heure. Du coup, en France, la liberté garantie à l'IVG a été inscrite dans la Constitution. Mais du coup, est-ce que c'est une vraie protection ? Est-ce que des facilités d'accès et de parcours vont être réellement mises en place ? Il y a des grands sourires là sur ma gauche. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai 56 ans. J'ai vécu quelques avortements à titre amical ou personnel, peu importe l'accompagnement de l'avortement. Alors, c'est essentiel ce qui s'est passé, parce que quand on voit la possibilité de recul, c'est essentiel ce qui s'est passé. Pour autant, ça ne suffit pas. Tout dépend des moyens qu'on met en place, et tout dépend, y compris, pendant que je vous parle, j'en ai la chair de poule, de cette amie que j'ai accompagnée, et qui a vécu un enfer dans la manière dont elle a été encadrée, culpabilisée. Donc, c'est un ensemble d'éléments, mais la loi, on est dans un état de droit, la loi est essentielle, mais ça ne suffit pas, oui. Oui, Morgane Cellier, chargée de mission au chemin de la République, donc au conseil départemental. Sur cette question-là, je ne parlerai pas forcément que en tant que conseil départemental, peut-être plutôt aussi en tant que femme. Mais hier soir, la journée du 8 mars, je réécoutais une interview en fait c'est la Cause des femmes, je crois, l'association qui avait été fondée par Gisèle Halimi, l'avocate, et c'est vrai qu'elle revenait sur tout leur combat sur ces 40 dernières années et sur cette question de cette fameuse liberté garantie ou accès, droit. En fait, la grande question c'est ça, c'est que symboliquement elle disait que c'était très important et que c'était l'engagement qu'elle menait, que ce soit inscrit dans le droit, mais en fait c'est l'accès au droit qui va être le vrai enjeu. Et ça se traduit par des politiques publiques et des moyens et des volontés pour qu'il y ait un réel accès. Parce qu'on sait très bien encore en France, quand bien même que ce soit inscrit dans la Constitution, est-ce qu'il y a des zones où il y a le planning familial, où les enfants vont être au courant, où les jeunes filles qui auront des grossesses très tôt, etc., seront rencardées, n'auront pas 1 heure de bus pour descendre de je ne sais quel endroit pour pouvoir aller avoir accès. Donc en fait, la question, elle est vraiment là. Mais après, voilà, la personne qui est encore à la Cause des femmes, évidemment pas Gisèle Halimi, mais voilà, parlait en disant que le symbole est fort, donc le monde nous regarde aussi à cet endroit-là et ça peut être très inspirant et ça permettra quand même de garantir quelque chose, mais derrière, c'est les moyens. Ça, on est d'accord. Donc après, on va voir comment ça suit. Et alors, je suis un homme, donc je ne suis pas concerné par l'IVG, mais... Si, vous êtes aussi concerné par l'IVG, monsieur. Ouais.
Avec ma sexualité, peut-être pas trop quand même, mais toujours est-il que, en fait, ça a été, moi, ce qui m'a énervé quand j'entendais, c'était que c'était souvent des hommes qui parlaient et qu'il n'y avait pas assez de femmes qui parlaient de ce qui les concerne en priorité, c'est les femmes, quoi. Et donc, laissons, nous les hommes, en fait, libre choix aux femmes et donnons-leur les moyens de pouvoir pleinement faire ce qu'elles veulent et être libres de leur corps. Tout à fait. Et si je peux compléter ce que vous venez de dire tous les deux, dans cet accès au droit, donc ça fondamental, que ça soit écrit comme un droit fondamental, c'est symboliquement et inscrit. Évidemment, ça pourrait être remis en cause à tout moment selon ce que le politique et ce qui pourrait se passer, mais que nous ne espérons pas là. Mais pour continuer sur cet accès au droit des femmes à aller trouver des interlocuteurs, des médecins, etc., faciliter le parcours, enlever la culpabilité qu'il peut y avoir, parce qu'encore aujourd'hui, quand on parle d'avortement, c'est extrêmement culpabilisant pour tous. Oui. Mais au-delà de ça, je pense que c'est globalement, comme tu disais, toute une éducation, encore une fois, à mettre en œuvre, et autant des filles que des garçons, dans l'accès à la sexualité, dans l'accès à dans quelle altérité on peut avoir, quel rapport à soi on a et quel rapport à l'autre on a, et comment on peut se sentir responsable les uns des autres dans nos sexualités. Et donc, cet accès à l'avortement, parce qu'à l'IVG, il y avait une dame qui est venue me voir tout à l'heure en disant quand même c'est très bien tout ça, mais c'est bien aussi de parler de contraception. Et elle a tout à fait raison, cette dame, parce que avant de parler d'IVG, parlons effectivement de l'accès à la contraception. Et l'accès à la contraception, quel type de contraception est mis en lumière? Pourquoi tous les types de contraception ne sont pas favorisés, informés? Il y a beaucoup de personnes qui pourraient avoir d'autres choix, et notamment les garçons. Ma collègue d'Épicène montrait le slip chauffant, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les grilles, mais effectivement, bon, ça n'a pas l'air très sexy, mais oui. Exactement. Mais j'ai envie de vous dire, ce sont des méthodes. La pilule masculine a failli exister, mais effectivement, il y avait pas assez de demandeurs, mais surtout des impacts sur la santé qui sont les mêmes pour les femmes. Mais toutes ces choses-là ne se débattent pas, ne se disent pas. Et donc l'accès aux moyens de contraception, et donc finalement, j'ai envie de vous dire, la lutte contre les IVG, symboliquement, puisque c'est pas un moyen de contraception, n'est pas facilité aussi. Voilà. Donc tout ça, pour moi, ça participe à cette éducation et à des débats qu'il faut qu'on ait globalement, en fait. Alors, je rajoute par rapport aux moyens de contraception, à mon sens, celui qui est au niveau du préservatif, parce que quand on parle de contraception, on oublie aussi la protection des IMST, et donc c'est important, à mon sens aussi, si on a des outils de contraception, il faut aussi avoir des outils de protection contre les maladies sexuellement transmissibles. Et peut-être d'où l'importance de l'éducation sexuelle à l'école. Quand on voit les réactions de nouveau de certains parents qui montent au créneau, alors que bon, ça semble depuis des années logique que des adolescents aient au moins un minimum d'éducation sexuelle, justement sur la contraception, sur l'IVG, enfin sur plein de choses, enfin qui nous semblent logiques et qui sont encore combattues par les parents. Et ça, en 2024, ça laisse pantois, moi je trouve quand même. Est-ce que je peux rebondir du coup sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui s'appelle les VARS, justement parce qu'on a mis en place dans le cadre des rencontres pour l'égalité jeudi 14 mars prochain. Donc ça se passera à Saint-Gaudens. On aura 2 projections. Donc c'est un ciné-débat autour du film Classe libre de Clara Elalouve qui a filmé le docteur Capote, qui s'appelle en fait Didier Valentin, qui peut-être que vous connaissez, en fait faisait des petites chroniques dans le magazine Cosette, et qui est un éducateur de prévention qui depuis 25 ans se rend dans les collèges, lycées, mais aussi autres
autres institutions pour faire ces cours des VARS et justement tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que tout est relié, c'est pas simplement à un moment donné en bout de chaîne, ça va être beaucoup plus global et il faut commencer très tôt parce que ce soit les questions d'égalité, de sexisme, toute la compréhension d'ailleurs de la sexualité, mais que ce soit pas simplement que la santé, on parle aussi de relations, de comment tomber amoureux, le consentement, enfin voilà, il y a énormément de notions et tout ça et va ensemble. Donc on a proposé de faire ce ciné-débat à Saint-Gaudens. On aura 2 intervenantes, dont une personne du planning familial et un thérapeute formateur sur les questions de diversité de genre, voilà, qui s'appelle Morgane Lucas et qui a un compte Instagram pour aussi toucher d'autres populations sur morgane.noam, mais vous aurez la programmation accessible, voilà. Et l'idée, c'est exactement ça, c'est de se dire que dans la lutte contre les discriminations et les inégalités, il y a des pays qui sont inspirants. Par exemple, en Suède ou en Finlande, les VARS, elle est même pensée de manière transversale dans toutes les disciplines, de la primaire jusqu'à la faculté, alors que nous, on en vient encore dans les statistiques à voir que les 3 séances obligatoires depuis 2001 dans l'éducation nationale ne sont pas mises en place. Alors, on n'est pas là pour dénoncer ou dire, voilà, il y a des problèmes aussi dans l'éducation nationale, un manque de moyens, de formation, et souvent c'est l'infirmière, je dis infirmière parce que c'est souvent des femmes qui sont à ce poste-là, qui se retrouvent à devoir tout mener en une séance et qui vont évidemment avoir l'aspect sanitaire qui est très important, prévention, etc., mais qui vont omettre un petit peu tout le pourtour qui nécessiterait justement 3 séances pour qu'il y ait vraiment cette compréhension globale de tout le lien. Voilà. Et on a eu quelques petites questions des collégiens qui vont assister à la séance à Saint-Gaudens, donc jeudi prochain. Et c'était intéressant de voir les questions qu'il pouvait y avoir. Il y en avait une que je trouvais très belle, c'est « Peut-on aimer sans faire l'amour ?» Et voilà, il y en avait plein d'autres, mais celle-là m'intéressait en tout cas de voir que oui, on peut vraiment aborder la relation à l'autre et enfin voilà, donc ça couvre plein de choses. Donc en tout cas, jeudi 14 mars, on va pouvoir commencer à parler de ça. Et voilà, je laisse les interlocuteurs de la table rebondir sur le sujet. On va peut-être passer donc... Ah pardon, désolé. Pardon. Non, allez-y. Juste par rapport aux interventions dont vous parliez, du coup je suis intervenante aussi dans les lycées sur toutes ces questions. Alors nous ça va être beaucoup sur le sexisme, alors comment il se construit déjà, et puis donc toutes les questions du consentement, et ensuite plutôt sur les violences sexuelles, donc à partir du moment où il n'y a plus de consentement. Et du coup, ça rebondit un petit peu sur ce que vous disiez au tout début, où c'est très tranché. Donc des fois, on a des banalisations du viol qui sont hyper intenses et vraiment, c'est compliqué. Ce type de croyance que, j'ai déjà eu quand même plusieurs fois que le viol n'en est pas un si la femme n'est pas vierge, par exemple, à la base. Donc voilà, ce genre de truc quand même grave. Et après, des classes vraiment plus ouvertes. Donc, c'est quand même, je pense que c'est très nécessaire de commencer avant, mais vraiment avant la seconde. Et voilà. Et après, quand je discute un petit peu avec les collègues, mais on aborde aussi les questions d'orientation amoureuse et sexuelle, parce que c'est pas que sexuel, voilà. Voilà, c'est très tranché aussi, et je pense que c'est vraiment important d'aborder avant, et aussi de façon plus continue, en fait, pas juste une fois, en one shot. Comme ça, d'avoir un suivi, mais il faut les moyens, effectivement. Voilà. Pour revenir à ce que tu disais, ce que vous disiez, dans ce qui peut être inspirant aussi sur globalement en fait la vie affective, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un rapport à soi et un rapport à l'autre, et dans ce qui peut être inspirant aussi dans certains pays, c'est cette transversalité dans l'éducation à la bienveillance, à l'empathie, etc. Et donc je pense que c'est des outils qui sont essentiels, sur lesquels on devrait se doter au plus jeune âge, et pour pouvoir aborder toutes sortes de crispations, de questions, de conflits finalement, ou d'oppositions, que ça soit chez les plus jeunes ou avec des parents, parce qu'on peut aussi, si on est dans une écoute empathique, comprendre certaines valeurs, certains principes qui sont partagés ou pas, certaines craintes, etc., etc. Et comment on peut arriver à dialoguer, non pas encore une fois en s'opposant, mais s'il faut faire ça, c'est comment nous, on pense que l'intérêt de vos enfants dans l'éducation n'est pas une incitation à une sexualité, mais bien à une incitation finalement à s'informer, à devenir des êtres éclairés, etc., etc. Donc je pense que
cette écoute et cette empathie est essentielle à intégrer au plus vite finalement, et dans l'éducation et même à travers nous, parce que je pense qu'encore une fois, on est porteurs de représentation et nous-mêmes à des moments donnés très tranchés. Moi, je voudrais rebondir là-dessus aussi, parce qu'en fait, le refuge, une de ses missions aussi, c'est de faire comme contact ce qu'on appelle des IMS, des interventions en milieu scolaire. On en fait régulièrement. On a une équipe qui est dédiée à ça, donc dans beaucoup de collèges. Et ce qu'il en ressort, c'est que ça fait quelques années qu'ils en font. Et ils s'aperçoivent surtout que la parole homophobe s'est libérée. Beaucoup plus violemment qu'il y a quelques années. C'est-à-dire que maintenant, elle s'exprime carrément librement pendant les interventions. Il y a certains élèves qui veulent carrément sortir de la salle parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de ça. Et ça devient compliqué, quoi. On se rend compte qu'il y a des blocages. Et on se demande, voilà, c'est quand même nos futurs citoyens. Ce sont des jeunes qui ont 15 ans et on se dit comment on va les faire évoluer, comment leur faire avancer dans la bienveillance, alors que c'est plutôt l'inverse, quoi. Ce sont des discours violents. Alors, violents souvent. Plus un milieu rural ou un milieu urbain? Alors, ce qui ressort, moi, quand j'en discute avec mes collègues, c'est surtout, suivant les classes, les milieux socio-professionnels. Plus... ils ont beaucoup plus de difficultés avec des collèges techniques et des formations pro qu'avec des formations littéraires, scientifiques. Enfin voilà, quand même le milieu socio-professionnel dans l'ensemble marque la différence. Oui, donc effectivement, beaucoup d'expérience sur ces IMS. Et donc effectivement, en milieu rural, on n'a pas tellement, c'est plutôt le milieu urbain qui commence à être le plus difficile. Je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Ce qui marche quand même bien et qui rejoint quand même les notions d'empathie, c'est les témoignages, parce que nos intervenants sont toujours accompagnés de bénévoles qui témoignent, même parfois les intervenants témoignent eux-mêmes, parents ou personnes LGBT. Et là, on force, on n'est pas dans le discours descendant, c'est-à-dire on leur dit, voilà, si c'était ton ami, si c'était ta sœur, ton frère, etc., comment tu ferais? Alors, il y en a qui, évidemment, sont discours, mais bon, on sait qu'au-delà des discours en classe, il y a quand même quelque chose qui rentre dans la tête, il y a une graine qui continue. Et donc, on a des bénévoles par an. Et donc, quand c'est des petites classes, comme on intervient beaucoup en 5e, en 4e, en 3e, ça fait quelque chose de voir un parent qui vous dit moi j'ai pleuré, j'aurais pas dû, mais bon voilà, j'ai pleuré et maintenant je l'ai accepté, etc. Enfin, l'exemple, plutôt que le truc descendant qui dit voilà, c'est pas bien, faut pas faire ça, c'est pas bien, voilà. C'est se mettre à la place de l'autre, la bienveillance, l'écoute, l'empathie. Mais il y a des fois c'est dur, hein, je suis d'accord. Moi, j'ai assisté à des IMS en tant que comment on dit, témoin, simplement pour me rendre compte un petit peu. Bon, moi j'ai eu la chance d'y être où ça se passait plutôt bien. Je sais que j'ai des collègues bénévoles où ça se passait très mal. Et au départ, je voulais en faire, moi. Vu mon âge, je voulais m'investir là-dedans. Et j'avais tellement peur de rentrer dans des colères noires. Parce que quand j'entends remonter les infos de mes collègues bénévoles qui font leur IMS, que j'ai décidé de ne pas y aller. Donc voilà. Et c'était très très compliqué. Voilà. Non, mais bon, il y en a d'autres bénévoles. Moi, je consacre mon bénévolat au refuge sur d'autres thématiques. Quoi, voilà. Moi, j'ai juste envie de conclure sur l'exemple. J'étais au lycée Gisèle Halimi il y a 2 jours. Et effectivement, personnellement, moi, j'ai été étonnée
par plutôt un accueil assez cool finalement sur des questions avec des jeunes plutôt très informés. Et moi-même maman d'une jeune femme maintenant, je trouve que il y a aussi une jeunesse par rapport, voilà, on va nuancer. Il y a aussi une jeunesse qui est très informée, qui même est beaucoup plus des fois moins soif sur les représentations. Aussi, ça c'est normal, parce que ça c'est le choix, parce que c'est que chacun. Voilà. Donc il y a aussi des formes d'organisation, des formes de relation pour une partie des jeunes et de la jeunesse ici, qui est plutôt très positive et très acceptable, plus empathique et plus dans une notion de progrès dans l'écoute de chacun. Et effectivement, il y a une partie parce qu'il y a des associations culturelles aussi et qui sont présentes. Et ces crispations, je pense que oui, c'est tout un travail de façon que ça soit très compliqué d'aller les déconstruire. Non pas dire qu'on a raison une fois. Moi, ce qui me suffit en tout cas dans la pratique, que ça soit sur des femmes ou contre les discriminations, c'est juste de dire, l'idée c'est de respecter. Tu peux en penser ce que tu veux. En fait, moi je vais pas obliger les gens à penser ce qu'il faut que je pense, mais quoi qu'il en soit, il y a des droits. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le respect de chacun et de ses propres choix. Voilà, pour moi, en tout cas, mon combat, il s'arrête là. Alors, il faudrait que je pose des questions aussi. Des questions. Voilà, quoi. Alors, puisqu'on parle de jeunesse et de tendance, on va parler de hashtag, puisque tout à fait récemment, le hashtag MeTooGarçon est apparu sur Instagram et sur X, ex-Twitter, pour dénoncer les agressions sexuelles commises sur les garçons et les hommes. Ce hashtag intervient notamment suite au discours du comédien Auric, je ne sais pas si je prononce bien, dénonçant des abus sexuels de la part de son agent lorsqu'il était mineur, c'est-à-dire entre 11 et 15 ans, d'après ce que j'ai lu. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est est-ce qu'il était utile de gérer ce hashtag s'il s'agit de libérer la parole de toutes les victimes, et est-ce qu'un MeToo par corps de métier aurait plutôt son utilité qu'un MeToo fille-garçon ou non-genré? Alors, moi je pense indispensable ce MeToo garçon, parce qu'en fait moi je suis un compte Instagram qui est un garçon séropositif, qui se fait régulièrement insulter par les gens, etc. Mais sur son compte, justement, il y a énormément de garçons qui témoignent anonymement, mais qui témoignent de ce qu'ils ont vécu, qui ont été abusés par des cousins, par des copains, par de la famille, dans les milieux professionnels. Donc, mine de rien, c'était une face cachée qui se révèle et qui libère la parole de certains garçons, parce que pour un garçon c'est quand même compliqué aussi, déjà pour les femmes, mais on peut comprendre pour un garçon d'avoir été abusé, de ne pas avoir parlé. Bon, il y a tout un truc qui rentre en jeu, hein, vis-à-vis de la masculinité, etc., quoi. Donc effectivement, moi je pense que c'est très important, et vu les témoignages qui arrivent, la parole se libère et ça permet pas mal de choses. Et là encore, il y avait un monsieur, une personne âgée qui témoignait, il avait 78 ans, il disait ça a pris 25 ans pour que je puisse en parler, etc. Donc c'est des vrais traumatismes aussi chez les garçons. Oui, je pensais simplement qu'on revenait à cette éducation à la dialectique sexuelle sur la durée. C'est là qu'on peut aborder tout ça, parce que finalement, s'il y a des coups, des fois, de projecteurs ponctuels avec des affaires où finalement on pourrait penser à l'échelle individuelle, du cas par cas, etc. Et comment on arrive à monter en plus haut pour comprendre tous ces mécanismes-là qui se jouent au niveau sociétal, systémique, etc. Mais ce qui est dangereux aussi, et en même temps important, parce qu'on voit avec MeToo que ça a permis de libérer la parole et pour les MeToo femmes en tout cas, mais que c'est dans le milieu du cinéma. Maintenant, il y a un MeToo littéraire qui commence aussi à se développer. Donc tous les milieux en fait sont touchés. Il y aurait des MeToo pour tout. Enfin, si on y va comme ça, l'important c'est que ce soit peut-être pas qu'un MeToo garçon soit mis en opposition. En fait,
c'est le même système qui se joue, comme le MeToo inceste également, qui a été extrêmement fort et qui, au niveau sociétal, je crois qu'on ne réalise pas encore à quel point ça a touché et ça touche encore énormément d'enfants, donc des futurs adultes, donc sûrement qui seront MeToo garçons ou MeToo femmes plus tard. Donc l'important, c'est peut-être de la manière dont on l'expose, de ne pas les opposer, mais c'est des causes qui vont ensemble et qui viennent de cette même structuration des normes, de la morale, de cette imposition-là, quoi. Donc ça revient à notre réflexion de tout à l'heure, mais voilà. Après, moi, je pense que dans à l'heure actuelle, quand même, il y a pour toutes ces victimes-là, il y a quand même des lieux et des espaces d'écoute qui sont mis en place par les associations, par les administrations aussi. Dans les lycées, il y a beaucoup d'écoute par rapport à ça. C'est vrai, après, c'est regrettable, en fait. Moi, je trouve que c'est regrettable que les MeToo puissent en fait, c'est nécessaire après pour la reconstruction de la personne. Et c'est dommage, en fait, qu'il y ait aussi ce délai de prescription. Parce que voilà, si ça peut aider les gens aussi, le fait qu'il n'y ait pas ce délai de prescription, ça permet de ne pas finaliser en fait la reconstruction de la personne. Donc, faudrait, je sais pas, peut-être qu'il y ait des choses faites par rapport à ça. Je pense aussi que personnellement, moi j'ai 3 garçons, donc peut-être que je suis un peu sensible aussi. Malgré tout, dans ce qu'on transmet dans la société, dans l'éducation, il y a un certain nombre de culpabilités qui sont intériorisées pour les filles et un certain nombre d'autres culpabilités qui sont intériorisées pour les garçons. Et je pense que le viol pour un garçon, de la même manière que la fille, bah oui, mais en même temps, si tu n'avais pas de mini-jupe, de la même manière pour le garçon, bah en même temps, c'était assez fort. Enfin bon, il y a des petites choses comme ça qui me semblent pouvoir être distinctes et qui valent la peine d'être... voilà. En tout cas, pour l'instant, c'est différencié, me semble-t-il. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et pour compléter, je pense qu'au-delà de MeToo, il existe des groupes, alors en France, je pense aussi, mais notamment dans les pays anglo-saxons et notamment en Allemagne, il y a bien des groupes d'hommes qui se retrouvent, comme des femmes qui se retrouvent pour parler des représentations, de leurs droits, de leurs souffrances aussi, sociales, on va dire, de ce qui leur est renvoyé socialement. Parce qu'il ne faut pas oublier que hommes et femmes, si on nous genre constamment, finalement, on est tous victimes de cette dynamique sociale, cette hétéronormativité, et qui ont des impacts sur chacun. Donc, il peut y avoir des lieux, effectivement, et des endroits où hommes et femmes peuvent réfléchir, poser des choses, les exprimer. Moi, ce qui me paraît important, c'est qu'à un moment donné, ça soit les êtres humains qui puissent les poser globalement pour dénoncer des agissements inhumains, quoi. Je voudrais juste en profiter, toujours sur mon sujet, pour vous dire que le viol est utilisé par la République islamique sur les jeunes qui sont emprisonnés, hommes comme femmes, jeunes filles, jeunes femmes et jeunes hommes, comme moyen de répression, et qu'un très grand nombre de personnes emprisonnées à la suite des luttes, après leur sortie de prison, se suicident. Parmi ceux-là, beaucoup de garçons, pour lesquels j'imagine qu'il doit y avoir une dimension... voilà, quelque chose... enfin bon, je pense que de toute façon, le viol, c'est terrible, mais en tout cas, il y a des dimensions psychologiques différentes. Voilà, je voulais juste souligner cet élément également. Merci beaucoup. J'aimerais terminer sur l'intersectionnalité qui rassemble et qui divise aussi. Est-ce que vos structures ou vous-même arrivez à lier plusieurs buts dans vos combats, du coup? Est-ce que vous avez déjà été confronté à ce double courant de pensée semi-progressiste, semi-excluant? Comment est-ce qu'on réagit face à ça? Oui. Donc moi, je travaille au CIDFF
Et du coup, mon métier, au-delà d'intervenir dans les lycées, c'est aussi d'accompagner les femmes et les hommes dans le milieu professionnel. Et du coup, je reçois beaucoup de femmes, et notamment beaucoup de femmes immigrées, étrangères. Et dans ces femmes, il y en a toute une partie qui sont sans droit au travail. Et donc, il y a le fait qu'elles soient racisées, le fait que, plein de choses. Et en fait, elles sont complètement invisibilisées. Elles arrivent, grosso modo, leur choix, c'est d'être femmes de ménage, alors qu'elles ont plein de diplômes ou pas, mais enfin, en gros, c'est ça, leur voie. Et du coup, voilà, c'est déjà de leur permettre à elles de juste imaginer qu'elles peuvent faire autre chose que ça. Et puis, mais aussi tous les champs d'insertion, les employeurs. En fait, c'est des femmes qui ont plein de compétences. Alors pour peu, elles n'ont pas toujours des diplômes, elles ont plein de compétences, elles ont fait plein de choses, elles ont vécu des violences et des parcours migratoires hyper intenses. Et en fait, ça, c'est de les aider à les mettre en valeur dans leur discours et à être fiers de ce qu'elles ont fait. Et ensuite, d'ouvrir aussi l'esprit potentiellement des employeurs ou des organismes de formation. En fait, ces femmes peuvent faire autre chose que femmes de ménage ou aides-soignantes. Après, si elles ont envie de faire ça, c'est très bien. Maintenant, juste qu'elles aient d'autres possibilités. Mais vraiment, le gros problème, c'est qu'elles sont complètement invisibilisées. Vraiment. Et au-delà du racisme qu'elles peuvent subir et tout, c'est vraiment, vraiment de l'invisibilisation de ces personnes. Je te rejoins complètement. Enfin, moi, je travaille dans un quartier populaire toulousain. Donc, de fait, on n'émancipe personne, mais évidemment, on essaye de mettre en lumière des trajectoires et aussi des possibilités de pouvoir développer son propre parcours. Alors, je ne fais pas de la pub, mais par exemple, un de nos projets, c'est le marché des créatrices. Ça sera la 10e édition cette année. Et l'idée de départ, c'était bien celle-là. C'est des femmes qui disent moi, je sais faire ça, moi, je sais faire ça, moi, je sais faire ça. OK. Mais effectivement, tu sais le faire dans ton bloc, dans ton étage. On vient taper à ta porte pour tel service. Mais tu n'es pas, par exemple, sur le marché du travail. Et pourquoi en fait. Pourquoi ? Parce que ça semble trop dur, parce que j'ai plein de freins, ne serait-ce que quotidien dans ma vie de femme, qui est souvent une vie de mère pour beaucoup d'entre elles. Et donc, c'est comment on peut faciliter ce parcours, et en tout cas cette rencontre entre des entrepreneuses, finalement, qui ont sauté le pas, qui se sont structurées, qui soient du quartier, d'ailleurs, etc. Et donner la possibilité de dévisser certains freins, et notamment certaines idées reçues, encore une fois, parce que souvent, on se met nos propres freins aussi dans nos propres parcours. Et du coup, cette intersectionnalité, nous, on la vit souvent, en fait, entre tous ces discours qui sont crispés, finalement, entre la représentation qu'on a de moi, parce que beaucoup, dans les quartiers, hommes et femmes, femmes et hommes, pensent qu'à l'extérieur, on a cette perception qu'il y a telle mobilité dont ils n'ont pas le droit, ne serait-ce que mobilité, circuler, on parle du droit de circuler des femmes, mais je peux en témoigner, il y a beaucoup d'hommes dans le quartier, et de jeunes hommes notamment, qui investissent l'espace public effectivement sur le quartier, mais qui n'investiront pas ailleurs. Bon voilà, donc il y a beaucoup de perceptions comme ça en termes de droits et de notions basiques finalement à décliner, quoi. L'intersectionnalité dans la communauté LGBT, il y en a. Donc d'ailleurs, il y a des associations, il y a eu tellement un besoin de revendications par rapport à ça, qu'il y a des associations telles qu'Afro-Queer qui sont créées depuis 2 ans et qui font partie de notre collectif. Et après, c'est un terme un peu nouveau, du moins, en tout cas pour moi. Et c'est un terme qu'on commence à aborder et qu'on commence à partager et à essayer de trouver des solutions pour que tout le monde ait sa place au sein de notre communauté, quoi. Juste
donner un exemple un peu d'une femme que j'ai reçue. Donc une femme qui a dû demander le statut de réfugié pour son orientation amoureuse et sexuelle, qui est une femme racisée, qui a un handicap. Donc là, on était plein dans l'intersectionnalité, pardon. Et en fait, alors autant son orientation, autant les autres choses, ça a été compliqué vraiment de lui trouver. Mais enfin, c'est pas normal du tout. Mais bon, voilà, c'est un combat et vraiment, ça me semble important de souligner ça, mais tous les acteurs qui peuvent travailler sur l'emploi ou dans d'autres champs d'ailleurs. Voilà. Je ne parlerai pas au nom du refuge, parce que là, moi, je ne peux pas me positionner sur l'intersectionnalité au niveau du refuge. Moi, en tant que bénévole au refuge, moi, l'intersectionnalité, ça me laisse dubitatif. Voilà. Personnellement, c'est des combats que je ne comprends pas trop, quelquefois. Je trouve que ça dilue les combats LGBTQI, en mélangeant un petit peu tout, la lutte contre le racisme, l'islamophobie, enfin, tout un tas de choses qui, peut-être, pour moi, c'est générationnel, hein. Mais mais c'est générationnel, c'est possible. Mais souvent... moi, personnellement, quand j'entends des intersectionnels, ça me hérisse le poil. Moi, j'en dirai pas plus. En fait, c'est juste comprendre la personne et se dire qu'il n'y a pas qu'un seul combat. Se dire que la personne, certes, elle peut être homo, mais qu'en plus, elle subit du racisme et qu'en plus, elle subit ça et qu'elle subit ça. Et c'est de prendre un souci et peut-être, vous, l'association, d'en régler un, mais de se dire que la personne, elle aura besoin de... Ça sera encore plus difficile pour elle sur d'autres champs. Voilà, c'est plus ça. Donc c'est quand même important de prendre en compte tous les champs. Voilà. Justement, j'ai envie de dire que, par exemple, dans le quartier où j'interviens, des fois, il y a ce nous et vous existant. Et alors, peut-être que ce qui t'hérisse le poil, c'est aussi cette... pseudo-culpabilité aussi, de certaines fois qui peut être érigée de vous êtes des dominants parce que je vais parler pour moi parce que je suis je suis pas un homme, mais bon je pourrais je suis une femme blanche, pas tout à fait mais presque blanche, plutôt d'un niveau socio-culturel à peu près favorisé, avec un capital culturel, intellectuel, etc. J'habite pas dans un quartier, etc. etc. Donc il y a quand même une forme dans l'intersectionnalité qui pourrait être culpabilisante, mais j'ai l'impression que ça vaut le coup d'analyser les choses avec un prisme, encore une fois, global, puisque la personne, elle est globale et elle est multiple, et que les situations le sont aussi, et notamment parce que cette friction qu'il peut y avoir et qu'on peut ressentir à des moments donnés, parce que, on fait clairement, moi, je pense que je fais partie plus des privilégiés que pas des privilégiés, ou pas dominantes, je pense pas avoir une position dominante, mais effectivement, on pourrait dire que j'ai un statut dominant par rapport à d'autres, etc., etc. Donc ça peut être culpabilisant, ça peut être très 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 pénible à des moments donnés. Oui, ça chatouille et envie de dire arrête de me regarder comme une catégorie en fait. Et en fait c'est un miroir parce que les personnes sont regardées comme des catégories de tu es que ça, tu es 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 ça et plus pour le coup. Et finalement, je pense que cette friction, ça se joue en miroir, et ça s'est joué à un moment donné aussi dans le combat des femmes. Ça s'est joué dans tous les combats où il y a des minorités, ou en tout cas des personnes qui sont en position de fragilité, de vulnérabilité, qui ont envie d'en sortir finalement, et qui vont refléter aux autres. Mais toi, tu es dans une situation, tu peux pas me comprendre, ou en tout cas, tu peux pas vivre. Tu ne vis pas ce que je vis. Donc, je pense que c'est important d'avoir quand même cette écoute, même si des fois c'est vraiment très très pénible, je l'admets. Ouais, est-ce que je peux rebondir 30 secondes là-dessus? Parce que outre mes engagements au refuge, je fais partie d'autres assos et je parle. J'ai été confronté à des intersectionnels, entre autres, lors de déplacements à l'étranger, etc., dans des milieux associatifs. Et je me suis retrouvé un jour à leur dire heureusement que je suis un homme blanc de plus de 50 ans, heureusement que je suis gay, ça me permet de. Ça vous permet de m'écouter, parce que si j'étais pas gay, j'aurais pas droit à la parole. C'est-à-dire qu'il y a aussi une forme de perte de l'universalisme. C'est-à-dire, à partir du moment où tu rentres dans une case,
tu n'as plus droit à la parole parce que tu ne peux pas comprendre. Mais c'est un petit peu, moi, cette exclusion que prennent certains intersectionnels qui me hérissent le poil. C'est-à-dire qu'on perd l'universalité de ce que nous sommes. C'est-à-dire que pourquoi je ne peux pas comprendre le racisme parce que je suis un homme blanc. Enfin, j'ai pas été confronté, c'est clair. Mais on sait que ça existe, on sait que des gens peuvent y être confrontés. Et c'est pour ça que bon, voilà, moi j'ai eu quelques frictions avec des gens à cause de ça, quoi. Juste rapidement, mais j'ai l'impression que c'est un terme, en tout cas dans mes études, en fait, à la base, l'intersectionnalité, c'est un concept, un outil intellectuel qui avait été forgé par une Canadienne, il me semble. J'ai plus son nom, là, ça me revient pas, mais c'est vrai qu'à la base, c'était plus un outil pour faire comprendre qu'il y avait une accumulation dans des situations de domination selon les interactions et les territoires qui pouvaient être cumulatifs. Nous, on avait beaucoup le prisme de la classe en France, qui était même plus prégnant. On a mis du temps à les anglo-saxons ont travaillé plutôt sur les questions de race et d'ethnicité ou de genre, et c'est vrai que tardivement en France on avait ce prisme de la classe qui était très puissante, et les études en tout cas sociologiques, anthropologiques et autres sont arrivées plus tardivement sur ces questions-là, mais en fait elles se cumulent de fait, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comment dire, aujourd'hui moi ce que je crois qui pose problème c'est les réappropriations des termes par différents partis politiques ou médias, etc., qui ont fait une nomination des intersectionnels qui n'existait pas à la base. C'est un concept, un outil de pensée, et je trouve dommage, c'est comme pour le wokisme, qu'aujourd'hui finalement on peut être wokiste, ou en tout cas c'est un terme qui était aussi utilisé par des gens pour une lutte, pour signifier des choses, et qui je pense est réutilisé et maintenant complètement tronqué et n'est plus un concept ou un outil, mais au contraire un outil des dominants à l'encontre des militants et des militantes. Bon, je suis désolé de devoir vous couper le sifflet, mais malheureusement l'heure tourne. Pour information, c'est la juriste américaine Kimberly Crenshaw qui serait à l'origine donc du terme intersectionnalité. Voilà. Je vous remercie tous et toutes pour cette rencontre très intéressante et trop courte, j'avoue, cette fois-ci. On se fait une petite pause et on se retrouve très vite sur le 3e plateau au village des associations. Merci.